Bonjour à tous, nous sommes ici dans le petit village de La Fosse qui dépend de la commune de Manet, c'est un hameau en vérité, dans la province de Luxembourg. Et je vous propose de partir ensemble découvrir ce que propose ce petit hameau. Vous allez voir que ça nous réserve quelques surprises. Le soleil se lève sur le village de La Fosse. Au cœur de l'Ardenne belge, le hameau nous offre de magnifiques paysages. Situé sur le versant nord de la vallée de l'Aisne et comptant moins de 150 habitants, le village semble vivre au rythme de sa chapelle, de la luxuriante nature, de sa fête de la bière et de bien d'autres plaisirs. Les habitants profitent ici de magnifiques paysages ruraux, au contact de nombreux animaux du village. Parfois aussi surnommée la Fourche, des scories ont été retrouvées proches du moulin de La Fosse, témoignage de l'existence d'un ancien fourneau. Un moulin à eau dont les premières traces remontent à 1314. Démoli et reconstruit à plusieurs reprises, sa version actuelle date de 1925. Il est également possible de le visiter et même d'y acheter des produits issus de son utilisation. Le village a aussi vécu en hiver 1944 les violents combats de la bataille des Ardennes. Le bombardier B-24 King Size s'écrasera d'ailleurs ici même. Sur les 9 membres de l'équipage, seuls 2 survécurent. Serpentant à travers le hameau, les paisibles petites routes et les chemins chargés d'histoire nous amène ici vers un présent tout aussi riche. En effet, une activité y brille particulièrement, l'astronomie. Posé au sommet de la vallée, en plein milieu d'un champ, l'observatoire de La Fosse se dévoile. On se dirige donc vers l'observatoire de La Fosse, un observatoire qui est né de la passion commune de plusieurs astronomes amateurs au début des années 90. Et donc on va retrouver ici le responsable de ce lieu, M. Pierre Ponsard, et on va un petit peu discuter ensemble. Pierre, quel endroit magnifique! J'aimerais poser quelques questions, mais est-ce que tu pourrais avant tout te présenter, Pierre? Pierre Ponsard, je suis responsable de l'observatoire ici à La Fosse. Depuis 1990, on est installé ici. Et si tu veux savoir ce que je fais dans la vie, je suis policier à la ville de Liège. Et bon, tu es quand même, à mon avis, le mieux placé pour un peu nous parler de la genèse de cet endroit, de cet observatoire. Comment est né ce projet, en fait? En fait, tout commence dans les années 80. Dans les années 80, je suis rentré en décembre 84 à la Société Astronomique de Liège. Donc ça va faire 40 ans cette année-ci. En 1986, c'était le retour de la comète de Halley. Beaucoup de personnes se sont inscrites à la Société Astronomique de Liège. Beaucoup d'astrophotographes sont venus se joindre à l'équipe qui montrait déjà le ciel à l'observatoire de Nandray à l'époque, qui était l'observatoire de référence de la Société Astronomique de Liège. Et avec beaucoup d'observateurs, on venait pour faire de la photographie à l'observatoire de Nandray. Alors, le problème qui s'est posé, c'est qu'on était trop pour un seul observatoire.
Alors, à plusieurs, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir à l'époque 10 000 francs belges chacun? 10 000 francs belges, c'était 250 € à l'équivalent de maintenant. Et on s'est dit, on va essayer de trouver un endroit en Ardennes où il n'y a pas la pollution lumineuse, parce que la pollution lumineuse commençait à se marquer à Nandray. Et on cherchait à 6 à trouver un endroit pour pouvoir faire de l'astronomie pratique, à installer un télescope quelque part en Ardennes et donc un observatoire. Un d'entre nous, on était donc 6 au départ, et dans les 6, il y avait un certain Philippe Défense. Philippe Défense qui était un membre de l'armée de l'air au niveau de l'aéroport de Bierzet, qui est encore un aéroport militaire. Et à ce moment-là, il voulait en parler à ses collègues, et un de ses collègues habitait le village de La Fosse. Ce collègue s'appelle Guy Grognard, et Guy Grognard lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne viens pas, vous ne venez pas vous installer à La Fosse, venir voir en tout cas le ciel de La Fosse ». Donc tout part de ça. En 1988, je viens à plusieurs reprises ici, sur le site de La Fosse, pour faire des photographies à longue pause, pour voir un peu la qualité du ciel. Sans équivalent avec l'observatoire de Nandray et de son ciel. Donc j'ai fait beaucoup de photos ici. J'ai convaincu tous ceux qui étaient dans le groupe que c'était ici qu'il fallait faire l'installation d'un observatoire. On a fait les démarches et on s'est installé ici en 1990. Voilà la genèse de l'observatoire. Un beau parcours, et on voit que ça évolue constamment. On voit qu'il y a une station météo, une station météo permanente. Oui. Comment est-ce qu'on peut accéder à ces données-là? Qu'est-ce qu'elle fournit, cette station-là? Pourquoi est-ce qu'elle est importante ici? Elle est importante pour nous ici, tout simplement parce qu'il existe assez régulièrement des différences de ciel ici à La Fosse, qu'on n'a pas du tout le même ciel du côté de Liège. Ici, par exemple, on peut avoir des gelées alors que nous, on a du brouillard à Liège. Et c'est des indications qui sont importantes pour nous, pour savoir si on va pouvoir observer le ciel au soir ou pas. Il y a notamment avec le site BMCB, donc si vous voulez accéder aux données de la station météo de l'observatoire, il suffit simplement d'aller sur le site BMCB, c'est Belgisch Météo Club Belge. Vous allez sur la petite partie widget et dedans, vous allez tomber directement sur la station météo de La Fosse avec toutes les autres stations météo qu'il y a dans ce groupe-là. Et tu as la pluviométrie, tu as le vent, la direction du vent, tu as l'hygrométrie, tu as un peu tout, la pluviométrie aussi. Donc c'est une station vraiment complète, vraiment complète. On mettra le lien en description. Alors récemment, il y a quelques semaines, on a fait une petite maintenance de cette station qui était un peu mise à jour. Je propose qu'on regarde ensemble comment ça s'est passé, c'est assez intéressant. Donc regardons ça. Donc Pierre, on vient de voir qu'on pouvait consulter en temps réel les conditions météo, mais il y a un autre paramètre qui est quand même assez important pour les astronomes amateurs, qu'ils soient astrophotographes ou observateurs purs, c'est la pollution lumineuse. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme et en quoi est-ce que c'est quelque chose d'important pour les astronomes? En fait, comme je te l'ai indiqué juste avant, pourquoi est-ce qu'on s'est installé à La Fosse? C'est parce qu'à l'observatoire de Nandray, on était de trop pour observer avec les instruments sur place, mais il y avait aussi le facteur pollution lumineuse qui commençait à devenir assez conséquent. À Nandray, c'était un village, quand moi j'y allais au début de ma passion d'astronome,
Et on n'arrêtait pas de voir des villas qui se construisaient à gauche, à droite, des nouvelles rues. Et donc automatiquement, plein d'éclairages publics étaient mis partout dans les rues de Nandray. Et donc on voyait vraiment le halo lumineux de, comment dirais-je, de Liège qui commençait à monter avec le halo lumineux de Nandray. Donc le ciel de Nandray devenait de plus en plus couvert de lumière. Et si vous couvrez le ciel de lumière, ben les objets qui sont plus faible en luminosité que l'écran qui est fait par la pollution lumineuse de tous les réverbères, ben, ça fait qu'on ne verra plus rien du tout du ciel. C'est le gros problème de la Belgique, c'est la pollution lumineuse due à ces éclairages publics qu'on met partout, pour tout. Et ça devient vraiment lamentable de voir qu'en Belgique, l'astronomie va devenir quelque chose qui sera impossible à faire plus tard. Mais ce site est relativement bien préservé de tout ça. Exactement, pour le moment. Pour le moment. Et alors, de nombreuses observations publiques sont organisées ici tout au long de l'année, mais aussi lors d'événements particuliers. Dernièrement, on a pu se réunir pour essayer, malheureusement ça ne s'est pas bien passé, de voir une occultation d'une planète, l'occultation de Saturne. Et je te propose de peut-être regarder ensemble le récit de cette soirée et d'enchaîner directement sur les précédentes, les dernières nuits des étoiles qu'il y a eu en nous, qui sont vraiment pas mal du tout. Donc on va regarder ça ensemble, ça dure que quelques minutes, mais c'est très intéressant. Alors on retrouve ici Maxime, qui a bravé le sommeil et le froid pour venir essayer en tout cas de voir l'occultation de Saturne qui passe derrière la Lune en ce moment même. Malheureusement, il y a beaucoup de nuages. Alors salut Max. Salut Mickaël. Et donc tu es venu pour essayer de faire des photos, observer cette occultation. Malheureusement, c'est pas top. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc on est dans la première phase. Donc Saturne vient de faire son immersion. Donc elle vient de passer derrière le disque lunaire qu'on n'a pas vu malheureusement. Et dans plus ou moins 40 minutes, elle devrait faire son immersion, donc ressortir de l'autre côté. Écoute, ici, tant que maintenant, oui, c'est vrai, on est déçu de ne pas pouvoir avoir vu l'immersion. Mais on espère que ça va se dégager justement pour la voir ressortir derrière la Lune et pouvoir la photographier. Et donc quand elle va ressortir, est-ce qu'on va pouvoir observer ou c'est plus de la photographie que tu vas faire ici? Moi, c'est plus sur de la photographie que je suis parti et peut-être pouvoir observer avec le grand télescope qui est ici à ma droite. Allez, c'est super, donc on espère que ça se dégage et on va rester vigilant à ça. Merci Max. De rien, avec plaisir. Donc nous étions ici à l'observatoire de la Fosse pour assister à l'occultation de Saturne qui passait derrière le disque lunaire. Malheureusement, pas de ciel, on n'a rien vu, ni l'immersion ni l'émersion, donc voilà. Ça fait partie du jeu, donc on va ici poser quelques questions à Pierre. Donc Pierre, salut. Bonjour Mike. Donc Pierre, on est ici à l'observatoire de la Fosse et ce genre d'observations qui sont un petit peu des événements ponctuels comme ça, qui viennent s'ajouter aux soirées d'observation publique. Donc ici c'était pour une occultation, mais ça arrive aussi, ça peut arriver pour une éclipse, ça peut arriver pour différentes choses. Donc là on vient de vivre un mois d'août particulièrement sympathique avec la nuit des étoiles, les Perséides. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment se sont passées les choses, ce que les gens ont vu, ce que les gens ont vécu, parce que ça a été particulièrement sympathique cette année. En fait, ici au niveau des responsables de l'observatoire de la Fosse, on a été très sollicités au courant du mois d'août. Ici, on a notamment été d'abord à la nuit des étoiles filantes le 8 août à Redu pour l'Eurospace Center. On a pu quand même montrer qu'on existait autour des autres organes d'astronomie belges. Puis alors sont venues les 5 nuits des étoiles filantes de suite que l'on organisait. Les 3 premières furent extraordinaires, le ciel était merveilleux, la température merveilleuse également, et puis la grande surprise, c'est l'arrivée d'une aurore boréale. La deuxième partie de nuit le 11 et la première partie de nuit le 13. Beaucoup de personnes ont pu admirer, je dirais surtout en photographie, cette aurore boréale. Beaucoup ont cru qu'il n'y avait pas d'aurore boréale, mais il suffisait qu'ils prennent leur appareil photo et ils ont pu voir qu'il y avait des couleurs.
Et donc, il y a vraiment eu un grand succès public. Et combien de personnes, en gros, sur les 3-4 jours de bon temps ici, plus ou moins? En fait, sur les 5 nuits, il y en a une où il pleuvait, donc on n'a rien su faire, c'est la nuit du 13. Et autrement, les 4 nuits, le 14 ainsi que le 10, 11, 12, on a grosso modo eu plus de 680 personnes. Mais il faut y additionner également les personnes qui sont venues aux 3 séances d'observation solaire qui ont eu lieu le 10, 11 et 12, organisées par Maxime Lapagne. Et là, on a une quarantaine de personnes. Donc ça veut dire en l'espace de 5 jours, on a eu grosso modo 720 personnes qui sont venues observer le ciel, le soleil et d'autres objets dans le ciel. Un véritable succès, on n'a jamais eu autant de monde ici à l'observatoire. Écoutez, en plus vers les minuit et demi, on a Saturne qui sera au ras des sapins, de la cime des sapins, et c'est toujours quelque chose qui impressionne les personnes qui viennent visiter. Donc soyez la bienvenue, mais il faut au moins rester jusqu'à minuit et demi dans ce cas-là. Maintenant, s'il y a une aurore boréale, je ne pense pas que vous allez retourner chez vous directement, s'il vient en avoir une. Et oui Pierre, il y aura bien des aurores. Mais le moment est venu pour l'équipe de l'Observatoire de se préparer pour accueillir les visiteurs de la soirée. Et ils seront nombreux. Ben voilà Mickaël, écoute, c'était franchement 4 soirées extraordinaires. On était présents avec les camarades et honnêtement voir toute cette, les gens qui étaient heureux littéralement d'être là, voir des personnes qui étaient posées comme ça dans le champ ou alors qui étaient intéressées, ils nous posaient des questions, que ce soit d'astronomie ou même sur l'observatoire. Nous, ça nous a mis aussi en fait des étoiles plein les yeux, tout comme ça en a mis, je l'espère et je le pense, aux gens qui étaient présents. Donc voilà une ambiance qui était honnêtement formidable. En plus avec le chalet qui est ici posé à l'observatoire, on a pu avoir des gens qui venaient discuter avec nous, prendre un verre. Donc vraiment, je te dis, une ambiance qui était chaleureuse, conviviale, en plus dans l'atmosphère merveilleuse qu'est l'Ardenne belge. Donc voilà, une superbe ambiance lors de ces Perséides et des événements auxquels on a pu assister. C'était effectivement super. Jean-Lo, toi, tu étais venu avec un instrument personnel que tu avais installé, tu as pu montrer aussi aux gens. C'était très sympathique, il y a beaucoup de gens intéressés aussi. Il faut savoir qu'il y avait une file, on ne se rend pas bien compte, mais il y avait une file qui était énorme. Donc le fait d'avoir plusieurs instruments, ça a quand même un petit peu aidé les gens. Max, lui, était aux commandes d'un des 2 grands télescopes. Et Lorenzo, il a tenu le chalet. C'est grâce à Lorenzo qu'on a pu avoir à boire, à manger. Ben surtout, on remercie toutes les personnes qui sont venues ce jour-là parce que vraiment, il faut se dire que c'est grâce à toutes ces personnes et qui participent à l'observatoire et qui viennent pour nous rencontrer que tout cet univers, toute cette magie peut exister. Donc merci à vous. C'est super, on se retrouve bientôt pour la prochaine soirée. Merci à vous les gars. Donc vraiment de merveilleux souvenirs, une chance vraiment incroyable cette année. Et encore une petite chose, j'ai cru comprendre aussi que l'observatoire est en constante évolution. Quelles sont les prochaines évolutions à court terme qui vont avoir lieu dans l'observatoire, à l'observatoire? Oui.
En fait, je vais quand même remettre un peu tout dans le contexte. Pendant près de 20 ans, on a fonctionné ici avec un télescope de 20 cm de diamètre qui servait pour observer le ciel à l'oculaire, qui servait en même temps de télescope guide pour mettre des lunettes, des télescopes et compagnie. En 2011, on a installé ici un télescope de 300 mm, un astrographe de 300 mm, mais personnellement, je n'en étais absolument pas satisfait de la monture qui était fournie, alors qu'elle était aussi chère que le télescope. C'était même très cher et elle ne fonctionnait pas correctement. On n'avait aucune explication de la société qui était fabricante. Donc ici, j'ai pu faire quand même pas mal de photos pendant près d'une décennie. Et puis, de toutes les façons, je comptais renouveler l'instrument par plus gros et profiter encore des derniers moments de ma vie, si je puis dire, encore peut-être 10, 20, 30 ans de vie, j'en sais rien. Mais en tout cas, avoir un instrument qui me donne satisfaction. Alors, j'ai investi ici dans un projet qui s'appelle le projet Grognard, qui est le projet d'installation d'un télescope de 50 cm de diamètre, un télescope, un astrographe, donc un télescope qui est spécialisé pour la photographie astronomique. Alors ici dans l'observatoire, il y a deux coupoles, deux abris si je puis dire. Il y en a un qui est pour l'observation visuelle où il y a déjà 50 cm. Et celui qui est ici derrière moi va accueillir le futur astrographe de 50 cm. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le télescope qui est déjà ici, c'est un télescope qui n'a pas la finesse, la finition voulue pour faire de l'astrophotographie. Par contre, celui qu'on va installer ici dans les mois qui viennent, vraisemblablement en octobre, lui, il est spécialisé pour la photographie astronomique. Bien sûr, le coût est 10 fois supérieur à celui-là. Ok, donc ça c'est le télescope du projet Grognard. Alors, le projet Grognard, on est très impatient de voir ça. Et le nom de ce projet est un hommage à Guy Grognard. Tu l'as évoqué au début de notre entrevue. Il a joué un rôle très important dans la réalisation, dans le soutien. Il joue toujours d'ailleurs un rôle très important, un personnage vraiment intéressant. Je propose qu'on aille à sa rencontre parce qu'en plus d'être très actif pour l'Observatoire, il est aussi une véritable encyclopédie du village de la Fosse. Et je pense qu'il pourrait nous parler un petit peu de la chapelle Notre-Dame. Donc on va aller le voir ensemble et on va voir ce que Guy peut nous raconter. Bonjour Guy, ton nom a souvent été cité quand nous parlions avec Pierre de la genèse de l'Observatoire, mais aussi de son projet d'achat d'astrographe. Et c'est un petit peu grâce à toi finalement qu'on peut faire de l'astronomie ici à la Fosse. Donc pour commencer, merci, parce que c'est vraiment de très bons moments qu'on passe ici. Et je vois que tu habites vraiment juste à côté de l'église Notre-Dame. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette église, Guy? La chapelle a été... ils ont commencé à la construire en 1860 et les paroissiens ont pu rentrer dedans en 1866. C'est pour ça qu'en 2016, on a fêté les 150 ans de la chapelle. Donc il y a eu une fête ici dans le village en 2016. À cause de la chapelle. Pour la chapelle, donc en fait, 1860, ça ne date pas d'hier finalement. Hein. Et alors j'ai vu aussi à l'intérieur de la chapelle qu'il y avait une petite pancarte là, avec l'abbé Hoquet. L'abbé Hoquet, donc l'abbé Hoquet, tu peux nous en parler, nous dire quelques mots? Je pense que tu as des histoires. L'abbé René Hoquet est resté 30 années ici dans le village. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont fêté, ils ont mis cette plaque-là, parce qu'il y avait 30 ans qu'il exerçait ici dans le village. Et ils lui ont dit merci en wallon pour ces 30 années de sacerdoce à la Fosse. Ok. Ouais. Et je pense que ça avait des anecdotes aussi, parce que quand tu étais petit, tu participais à... on était deux groupes à la Fosse, un groupe de milieu du village et l'autre de l'extrémité du village, et on allait servir à la messe
tous les dimanches à 7h30 du matin. Et ça nous ennuyait un peu parce que 7h30 du matin le dimanche, c'était nos 2 jours de congé, le samedi et le dimanche. Mais bon, on allait tous servir. Et alors, notre récompense, comme je disais, eh ben, à Pâques, on allait sonner, faire le tour du village avec nos crécelles pour appeler les fidèles au chapelet du soir, et on s'en allait, sonnant premier cours, sonnant deuxième cours, et alors le jour de Pâques, le lundi de Pâques plutôt, on avait comme récompense, on allait faire le tour du village pour ramasser notre récompense, c'est-à-dire on ramassait des œufs ou un peu d'argent que les gens nous donnaient, étant satisfaits qu'on les avait prévenus qu'il y avait le chapelet. Ok, Voilà. ok, un bon souvenir. Et ça fait longtemps que tu habites. En fait, tu as toujours vécu à La Fosse, toi, alors? Ouais, je Toujours? suis né ici en 1945. Je suis parti quand j'étais quand je me suis engagé à l'armée, j'ai logé 5 ans à Bierzin. Et puis alors, quand je me suis marié, j'ai habité Belle-Flamme à Grivnier. Et puis je suis revenu dans les années 1980 à La Fosse et j'ai transformé la maison, la grange et l'étable de mes parents. Et mes parents habitaient encore dans le logis et moi j'ai repris l'étable et la grange. Et alors, Guy, moi j'ai entendu une histoire un petit peu particulière aussi. Une rue qui porte le nom de Henri Piquette. Et on m'a parlé qu'en fait, c'était un petit peu un personnage un petit peu dans l'illégalité à une époque. C'était un braconnier. Ouais. Et je pense que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça. Ben oui, ben c'est vrai qu'il était un peu il était même hors la loi parce que à ce moment-là, la gendarmerie le connaissait, donc il le suivait en général, et le garde champêtre, hein, parce qu'il y avait un garde champêtre à La Fosse. Et alors, lui, ben, il était bien vu des villageois parce que quand il avait du gibier, il l'apportait aux villageois contre certains services ou contre du pain ou du grain, de farine, des histoires ainsi. Donc, il était bien vu et même protégé par la population locale. Alors, cette histoire-ci, il s'était un peu moqué de la gendarmerie, c'est-à-dire il était dans le bois et il venait de tuer un lièvre. Alors, il aperçoit dans les arbres, il aperçoit des autres et il s'aperçoit que c'est les gendarmes. Alors, il décampe et il revient chez lui. Il passe derrière la maison et il avait le lièvre avec lui, il avait déjà récupéré le lièvre et il passe derrière la maison et puis il rentre, il dit à son frère qui est occupé à faire un panier en osier, « Bouge-toi de là, je vais me mettre à ta place. » Alors il s'assied sur le siège et il commence à tripoter au panier. Et voilà les gendarmes qui s'amènent. Et ils lui disent, « Henri, on t'a entendu, on t'a vu, tu as tiré sur quelque chose. » « Ben non, qu'il dit, j'ai rien, vous pouvez fouiller partout dans la maison, j'étais ici, tu peux demander à mon frère. » Alors il fouille la maison, effectivement, il ne trouve rien du tout. Mais lui, Piquette, quand il était rentré par derrière, il y avait toujours aux maisons un tonneau qui récupérait l'eau. Et il avait jeté le lièvre dans le tonneau. Donc les gendarmes sont partis bredouille cette fois-là. Ah, c'était une histoire sympathique. Et il a vécu en quelle époque, lui, donc ce fameux Henri Piquette? Ben, il a vécu dans les années 1910 à 1938. Il est décédé en 1900. C'est avant ta naissance. Ouais, alors, ça. mais Ok. 1800 plutôt. 1800, parce que il est décédé en 1938, il devait avoir une trentaine d'années. Ok. 30-35 ans, je ne saurais pas dire. Eh bien, très grand merci et encore merci pour ce que tu as fait et ce que tu continues à faire pour nous autres astronomes, pour les observateurs. Et voilà, un grand merci Guy. Et bien voilà, ici se termine notre petite balade dans le village de La Fosse. J'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ce petit reportage. En tout cas, moi j'en ai pris beaucoup à le réaliser. Et je terminerai simplement en vous disant que si vous aimez la nature, si vous aimez les beaux paysages et si vous aimez l'astronomie, eh bien venez découvrir le village de La Fosse.